Au Sénégal, les appels à la libération de Guy Marius Saya se multiplient. Ce militant anti-système est détenu depuis 2 mois en marge d'une manifestation. Les associations des droits humains demandent qu'il soit immédiatement relâché. Le virus Lassa a déjà coûté la vie à 40 personnes au Nigeria. La fièvre hémorragique sévit à une période précise de l'année. Les victimes ont succombé dans ce seul mois de janvier. Et puis, au Botswana, l'opposition vient d'être déboutée par la justice. Ses requêtes en annulation des législatives d'octobre dernier viennent d'être rejetées. Elle était pourtant convaincue des preuves à sa disposition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous préférer pour vous informer. Au Sénégal, l'activiste Guy Marius Saya est détenu depuis 2 mois. Il avait été donc interpellé en marge d'une manifestation qui avait été organisée à quelques encablures de la présidence de la République. Les organisations de défense des droits humains ont appelé mercredi les autorités à le libérer immédiatement. Militant anti-système sénégalais, Guy Marius Saya est en détention préventive depuis son arrestation lors d'une manifestation il y a 2 mois. L'intéressé est détenu dans un quartier de haute sécurité réservé aux terroristes et individus dangereux, a dénoncé le responsable de la Ligue sénégalaise des droits humains lors d'une conférence de presse. Selon la même source, c'est une atteinte à la dignité humaine et la présomption d'innocence. Guy Marius Saya, un des activistes les plus connus au Sénégal, a été interpellé le 29 novembre avec 8 autres personnes. C'était lors d'une action de protestation contre l'augmentation du prix de l'électricité devant les grilles du palais présidentiel de Dakar, une zone où toute manifestation est interdite depuis 2011. Ces 8 camarades ont depuis lors été remis en liberté provisoire tout en restant inculpés de participation à une manifestation non autorisée. Figure de proue du mouvement Frappe France Dégage, qui dénonce notamment le franc CFA, l'homme est en outre inculpé de rébellion et de provocation à un attroupement non autorisé. La justice a rejeté le 21 janvier sa demande de remise en liberté provisoire. Mercredi, dans un texte conjoint, plusieurs organisations de la société civile ont exigé sa libération immédiate et sans condition. Au Mali, l'armée va à la conquête de Kidal, c'est dans le nord du pays. Ce sera à partir du 1er février prochain. C'est pour donc reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe donc depuis de longue date à l'autorité de l'État. C'est ce qu'a indiqué donc ce mercredi une mission de l'ONU dans le pays. L'armée malienne peut revenir à Kidal dès le 1er février prochain si elle le souhaite. L'annonce a été faite ce mercredi par la MINUSMA. Une commission technique réunie le 24 janvier au quartier général de la MINUSMA à Bamako avait déjà fait le point sur les aspects logistiques et techniques du retour des forces maliennes à Kidal. Dans les faits, quelques centaines de soldats sont déjà à Gao, à environ 200 km au sud de Kidal, et se mettraient en branle le 1er février prochain pour gagner Kidal au bout de quelques jours de piste. Le retour de l'armée malienne à Kidal, aujourd'hui sous le contrôle des rebelles, pourrait être vu comme une affirmation forte de l'autorité de l'État malien sur le territoire dont de larges pans lui échappent. D'après la MINUSMA, cela constituerait une étape déterminante dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord est considérée comme un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali, confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes, et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. La crise qui s'est propagée aux pays voisins s'est aggravée ces derniers mois. Et au Cameroun, un incendie a ravagé le siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. C'est à Douala. Toutes les archives du réseau qui avaient été rassemblées pour créer donc un centre de documentation ont brûlé. Les pertes sont donc estimées à plusieurs millions de francs CFA. Cet incendie qui a ravagé le siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, RIDAC, à Douala, a causé d'énormes pertes, notamment des archives rassemblées pour créer un centre de documentation. Il intervient surtout
Après des agressions physiques sur la personne de la directrice exécutive de l'organisation, Maximilienne Gombe, mais aussi à la suite de vols par effraction enregistrés dans les locaux du REDAC les années précédentes. Les pertes causées par cet incendie sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Mais c'est tout un travail de 10 ans. Les recherches sur les violations des défenseurs, les recherches sur les menaces, les recherches sur les libertés d'association, la liberté d'opinion, les recherches avec la Commission africaine, les recherches dans les 10 pays de l'Afrique centrale. Et puis j'avais des livres, des cartons et des cartons de livres qui m'ont été donnés comme un don parce que nous sommes en train de mettre en place un projet pour un centre de documentation et de recherche. Donc tout ça est parti. Tout le monde qui est passé là, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les huissiers, que ce soit le conseil juridique de REDAC, tout le monde a dit que c'est criminel et que ce qu'on a même utilisé, c'est le carburant. La deuxième chose, l'indice, c'est qu'ils ont sectionné, quelqu'un a sectionné, n'est-ce pas, la caméra qui enregistre cette partie. Donc ça veut dire bien que c'est quelqu'un qui voulait faire du mal au REDAC. Les circonstances de cet incendie restent floues. Une enquête sera ouverte pour déterminer les véritables causes, selon le commissaire central de la police, joint au téléphone. Mais en attendant les résultats de l'enquête, l'avocat de l'organisation privilégie une piste criminelle et promet de porter plainte. On parle du coronavirus en Chine, mais au Nigeria, c'est le virus Lassa qui continue de sévir. Déjà, plus de 40 morts dans le seul mois de janvier 2020. La fièvre hémorragique Lassa fait donc ravage. L'épidémie survient donc chaque année à la même période. Le Centre de contrôle des épidémies du Nigeria a publié son dernier bilan mardi. Ce dernier fait état de 258 cas confirmés de Lassa, dont 5 membres du personnel soignant. 19 États du pays ont été touchés entre le 1er et le 26 janvier. La progression de l'épidémie a été fulgurante puisque le bilan précédent faisait état de 29 personnes décédées pour 195 cas confirmés. Les chiffres sont importants, mais restent dans la moyenne de l'année dernière, avec 42 personnes décédées de la maladie en janvier 2019. Le Nigeria a en effet déclaré une épidémie de fièvre Lassa il y a 1 an et environ 170 personnes sont mortes du virus en 2019. Près de 90% des cas récemment confirmés ont été relevés dans 3 États du Sud, mais il y a également eu des décès dans le nord du pays. Des centres d'urgence ont été mis en place à travers le pays pour répondre à la menace du coronavirus venu de Chine et d'une potentielle expansion de la fièvre Lassa en cette saison sèche. La fièvre de Lassa, endémique au Nigeria, appartient à la même famille que les virus Ebola et Marburg, mais elle est beaucoup moins mortelle. La transmission se fait par les excrétions de rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne malade. Le Burundi se prépare à entrer dans une alternance au sommet de l'État. La décision du président sortant Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter et puis le choix du général Évariste Ndayishimiye marque un tant soit peu l'histoire de ce pays. La présidentielle aura bel et bien lieu en mai prochain. La décision du président sortant Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter et l'avènement de l'homme du sérail, candidat à sa succession, le général Évariste Ndayishimiye, ouvre la voie à une alternance au sommet de l'État lors de la présidentielle de mai prochain. Ces bouleversements à la tête du régime n'annoncent pas pour autant une sortie de la crise dans laquelle le pays est plongé depuis 2015. Certains diplomates, membres de la société civile et opposants veulent voir dans cette alternance qui se profile un signe d'espoir. Pour le moment, le président Nkurunziza garde une place prédominante au sein du régime burundais. Lors de son congrès dimanche, le parti au pouvoir CNDD-FDD a choisi son nouveau champion, mais il a également réaffirmé la place centrale du chef de l'État sortant. Ce dernier y a été désigné à jamais seul visionnaire permanent du parti et surtout, il reste le président du Conseil des sages du parti, un organe restreint qui prend les décisions les plus importantes. L'Assemblée nationale a récemment adopté un projet de loi qui lui assure une retraite dorée, un système de protection en matière sécuritaire et judiciaire équivalent à celui du chef de l'État en exercice.
L'opposition et la société civile sont d'accord sur le fait qu'il n'y a rien à espérer des élections de 2020 qui sont déjà jouées d'avance. Elle estime que la commission électorale est aux ordres du régime qui a déjà annoncé qu'il n'acceptera pas sur son sol de mission d'observation internationale invoquant la souveraineté du Burundi. Et puis cette déception de l'opposition politique au Botswana, ces requêtes en annulation pour fraude des élections législatives d'octobre dernier viennent d'être rejetées par la justice. Elle était quand même convaincue de la véracité des preuves en sa possession. La justice du Botswana consacre ainsi la victoire du parti au pouvoir depuis 1966. La cour d'appel de la capitale, Gaborone, s'est déclarée incompétente pour entendre les appels formés par le principal parti de l'opposition. Cette décision constitue le deuxième revers subi en moins de 2 mois par la coalition pour un changement démocratique, UDC, qui demandait l'annulation du scrutin législatif dans près d'un tiers des circonscriptions. Un premier tribunal avait déjà rejeté sa plainte en décembre. L'UDC avait alors saisi la cour d'appel de Gaborone qui a à son tour confirmé sa décision. Quant au Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir, il s'est réjoui que cette affaire soit terminée. Selon la commission électorale, le BDP a remporté 38 des 57 sièges du Parlement. Sitôt publié les résultats, l'UDC avait dénoncé de nombreuses irrégularités. Son recours s'appuyait notamment sur la déclaration sous serment d'un lanceur d'alerte issu du BDP qui a dénoncé une fraude organisée par le parti au pouvoir. L'intéressé a notamment confessé avoir participé au transport de milliers de personnes pour qu'elles s'inscrivent frauduleusement sur les listes électorales des 5 circonscriptions de Gaborone, un fief de l'opposition. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir. Bienvenue à tous et merci de nous suivre sur Sika TV. Nous commençons par la Côte d'Ivoire. Les autorités se mobilisent pour prévenir l'entrée du virus. Après le hack sur la guerre à Gaza, nous sommes là pour être solidaires. Et les femmes en Irak, Les musulmans restent silencieux. En passe son printemps. Faisons un tour en Afrique. Nous vous supplions de nous aider. 28 des programmes sur Sika TV. Le journal télévisé toutes les 30 minutes sur Sika TV, le vrai visage de l'actualité.